Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple du catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up. Tous les shows de la WWE et autres fédérations à l'occasion. Ça tombe bien, puisque là, on est pour la fédération à l'occasion. Mais c'est pas qu'une occasion, hein. C'est, j'ai envie de dire, une berline de luxe, hein, parce que Tony Khan, il roule pas en Twingo. On est là, donc là pour parler de la All Elite Wrestling. On est donc là pour reviewer le Full Gear qui se déroule à Minneapolis dans le Minnesota, USA, au Target Center. Au commentaire, Jim Ross, Excalibur, Tony Schiavone. Et pour reviewer ce Full Gear en version catch-up, vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette review, pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS ce pay-per-view, nous allons avoir l'expertise de notre ami, de notre ignoble Ringside incontournable. Salut Ringside. Salut tonton, salut peuple de catch-up. Très heureux de te retrouver pour cette review de Full Gear. Le dernier show de l'année, la All Elite Wrestling. Exactement, c'est pour ça aussi qu'on s'est permis un petit peu ce petit retard à l'allumage, parce qu'on savait que de toute façon c'était le dernier gros événement de l'année à la All Elite Wrestling, donc ils ont décidé de terminer ça un peu en fanfare. Alors à l'heure où on parle, il y a déjà un Dynamite et un Rampage qui se sont passés, et donc on parlera un petit peu à la fin de ce qui s'est passé sur les différentes consécrations, mais là on est bien dans le show, on est bien à Minneapolis, et on va commencer, mon bon Ringside, avec le buy-in. Alors le buy-in, au final, ce c'était un tag team match féminin, Hikaru Shida et Thunder Rosa qui font partie du tournoi actuel pour le TBS Championship, ce qui est le nouveau titre intermédiaire pour les femmes, et elles vont affronter Jamie Hayter et Nyla Rose. Alors Jamie Hayter, elle fait partie du clan de Britt Baker, il me semble bien, et Nyla Rose toujours accompagnée par Vicky Guerrero. Alors ça sera un petit combat d'une dizaine de minutes. C'est les Heels qui vont avoir la grosse période de domination au départ, mais finalement le changement avec Thunder Rosa qui fait bien le ménage avec des prises rapides. Nyla Rose va quand même réussir à porter sa powerbomb sur la japonaise, qui est à ce moment-là la femme légale, mais c'est en tout cas la partenaire de cette dernière qui va intervenir, porter un missile dropkick pour briser le tombé, et finalement envoyer Jamie Hayter hors du ring. Nyla Rose va vouloir tenter une seconde powerbomb, va être contrée. L'ancienne, enfin non, on peut dire la Joshi, va contrer avec un Hurricane Rana dans le coin, ma foi, de fort bonne aloi, et elle va enchaîner avec un petit paquet pour le compte de 3. 1, 2, 3, victoire de Hikaru Shida et Thunder Rosa, qui font partie de deux filles, à mon avis, qui ont amené beaucoup au roster. C'est un peu des originals. Et même Thunder Rosa est arrivée un petit peu après parce qu'elle débarquait de la NWA. Mais en tout cas, c'était un buy-in qui tenait la route, qui est dispensable malgré tout, mon bon Ringside. Est-ce que tu nous as fait une papy? Tu n'as pas regardé le pré-show? Voilà. Match dispensable, je m'en suis dispensé. Mais bravo aux filles, bravo au finish. Et je suis sûr que c'était très bien. Tu connais un peu quand même ces filles-là, en particulier je pense à Hikaru Shida. J'imagine que tu la connaissais peut-être avant qu'elle arrive à la All Elite. Non, Hikaru Shida, j'ai découvert à la All Elite. Je suis pas un grand suiveur du catch japonais féminin. Thunder Rosa, je la connaissais de la NWA. Ouais. Alors, tu connais ma passion pour le catch féminin n'est pas débordante, hein, donc. Oui. Elles savent ce qu'elles font, hein, c'est des professionnels, c'est pas mal, mais de là à ce que je regarde le buy-in, il faut quand même se lever tôt, mais je suppose que c'était très bien, hein, pour lancer le show. Il fait 4 heures, hein, quand même, Full Gear. Oui, voilà, donc, c'est bien. Voilà, hein, parce que là, on est vraiment dans la vie, mais pas tant que ça. Là, on est vraiment parti pour une grosse analyse, parce qu'effectivement, le show va durer 4 heures, donc si on passe 25 minutes sur le buy-in, ça va pas le faire. Donc évidemment, on va passer tout de suite à la main card, au main show. Juste pour un petit mot, parce que dans les coulisses jusqu'au départ, à la fin du buy-in, il y aura Orange Cassidy et les Best Friends qui vont nous apprendre que le mercredi à Dynamite, il y aura un match tag team. On en parlera à toute fin, restez jusqu'au bout, de Butcher and The Blade qui vont affronter Orange Cassidy qui a un partenaire mystère. Et je pense que ce partenaire va certainement intéresser notre bon Ringside. Allez, on passe à l'opener. Et l'opener, écoutez, je savais pas trop dans quel ordre ils allaient attaquer, quel allait être un peu l'ordre de la carte de ce Full Gear. Et on a décidé de commencer avec presque ce qui est le top heel de la fédération en ce moment, en tout cas au micro, ça ne fait pas de doute. C'est tout simplement MJF, Maxwell Jacob Friedman qui affronte Darby Allin. Ils se promettent monts et merveilles depuis des semaines, ces deux-là. Ça y est, ils se retrouvent pour Full Gear et on va avoir un gros combat pour débuter cette soirée de catch. Ça va nous montrer pas mal de choses.
Alors, dans deux styles assez différents, et puis Darby Allin, c'est un vrai voltigeur vu le gabarit, et la panoplie totale du heel est utilisée par MJF, je pense qu'il n'y a pas de problème. Pourtant, dès le début de l'affrontement, Darby, il va quand même tenter le coffin drop, alors j'en reparlerai de ce finisher, sur MJF qui est allongé sur le tablier du ring. Finalement, ça va esquiver. Ensuite, il va y avoir une longue phase où MJF va travailler le dos de Darby Allin. Mais le tournant du match, ça va vraiment arriver quand MJF va porter un Tombstone Pile Driver sur l'apron. Ah, ça fait toujours plaisir de voir cette prise. C'est vrai, ça, on en est sevré à la WWE. Donc j'avoue qu'à la Elite Wrestling, je ne boude pas mon plaisir quand on a le droit à un petit Tombstone. Alors il va réussir à assommer un peu Darby, mais il va se blesser à la jambe et va se retrouver en mauvaise situation. Là-dessus, Shawn Spears et Wardlow veulent intervenir en faveur du patron, mais il y a Sting qui va débarquer pour venir les chasser. Fin de combat, MJF va chercher le skate de Darby pour lui donner, pour qu'il le frappe sous les yeux de l'arbitre et donc le faire perdre par disqualification. Allin va hésiter, va finir par rendre le skateboard à l'arbitre. Pendant que ce con-là va aller le ranger, le heel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en profiter pour sortir un point américain de son slibard, mon ringside. On a perdu les valeurs et on va frapper son rival en pleine tête. Puis comme il l'avait promis, il va lui porter le tombé avec un collier arrière. 21 minutes 56 de match, mes amis. 21-56. Et victoire d'un MJF qui termine quand même bien amoché. D'ailleurs, il y aura une promo vidéo dans le Dynamite qui suivra, où on le verra juste après le match dans les coulisses, où on voit que ça a été sanglant. Voilà, gros opener pour commencer. Ils n'ont pas fait dans la dentelle. 21 minutes 56. Ça augurait des 4 heures, mon cher Ringside. Ouais, c'est ça. Le tempo était lancé. Gros match épique. C'est la conclusion d'une rivalité qui dure depuis des semaines. Le MJF, là, c'est vraiment le top heel de la fédération. Il n'y a pas plus détestable que lui. On connaît mes réserves sur Darby Allin, qui pour moi, quoi qu'il arrive, manque un peu de crédibilité du fait de son gabarit, quoi. Il est vraiment très, très petit, mais il est quand même très énergique dans le ring, très, très impressionnant souvent. Son dive là qu'il fait à l'extérieur du ring où il se jette là comme une fusée, c'est quand même assez impressionnant. Il ménage pas sa peine pour se prendre des gros bumps bien violents. C'était un excellent opener, c'est très bon pour démarrer un show. Ils ont fait. Alors, la seule réserve que j'ai, c'est que sur le finish, il a pas les épaules au sol, Darby Allin. Puisque MJF le prend dans un collier arrière, une prise de tête, puisqu'il avait dit dans sa promo qu'il battrait Darby Allin avec un collier arrière, avec une simple prise de tête. Donc quand il fait le tomber, il en profite pour placer sa prise, pour montrer qu'il avait raison, mais en plaçant sa prise de tête, il décolle les épaules au sol de Darby Allin. Et je trouve que c'est le seul point noir de ce match, qui était par contre exceptionnel. Voilà, l'enfer est dans les détails, il faut faire attention au finish. Mais sinon, les deux ont donné une partition parfaite, chacun dans leur style. Et une belle victoire nécessaire pour MJF pour se reconstruire après sa défaite contre Chris Jericho. Voilà, moi je valide complètement cet opener, à l'exception du finish par contre. Alors, on va avoir un avis très similaire du coup, parce que comme toi, j'ai trouvé que c'était un excellent match, un excellent opener qui lançait complètement les choses, plusieurs énormes moves, et c'est là où je te rejoins, c'est du fait aussi, c'est lié au gabarit de Darby Allin qui malgré tout permet justement de faire certains moves assez spectaculaires. Ouais. Mais comme toi, j'ai les mêmes réserves sur Darby Allin, mais moi ça fait 2 ans à l'antenne de Catch-Up que je parle de ces réserves, même si comme je l'ai dit, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin depuis le début de l'année 2021. Faut dire qu'il fait ce qu'il faut, Darby Allin. Ouais. Dire que... Mais c'est simplement que physiquement, ça va pas. Si t'es trop petit, t'es trop petit. Ouais. En fait, c'est compliqué de suspendre son incrédulité avec Darby Allin sur certains aspects. Après, je sais que le garçon est un gros bosseur. Je sais qu'il est énormément impliqué dans les storylines, dans la création et tout ça. C'est un créatif, un catcheur créatif. Donc ça c'est bien. Après ça n'empêche pas la qualité du match vraiment lui-même. On est à full gear là, donc pour le coup ils sortent le truc. Mon dernier bémol, Ringside, je crois qu'on en avait déjà parlé tous les deux ou avec d'autres de toute façon, c'est que moi j'ai un problème aussi, c'est avec le finisher de Darby Allin quoi. Vraiment pour moi le coffin drop. Alors là on parlait de suspension consentie d'incrédulité. Je vois pas comment tu peux me faire du mal
en tant que Darby Allin en me tombant dessus, même moi sur ton catch-up, tu vois, et ben je suis sûr qu'il me fait aucun mal le garçon en me tombant dessus, quoi. Et vraiment, c'est vraiment le truc avec le mec. Donc quand finalement il le perd ce match, et tant mieux. mais c'est vrai que comme tu dis, c'est légèrement botché parce qu'effectivement il n'y avait pas tout à fait les épaules au sol, et ça c'est vrai que, alors je sais pas si c'est un petit accident ou je sais pas à quel est lié à ce petit écart, on va dire, mais c'est vrai que ça c'est le petit truc un peu dommage, quoi. Donc voilà, bon écoute, en tout cas ça lançait carrément le pay-per-view. Là, on se retrouvait. Ça asseyait MJF, comme tu l'as bien dit, là, avec une victoire comme il fallait. Ça le renforce un peu sur la suite des événements, donc c'est très très bien. Et on s'est lancé. Et derrière, ça rigole pas la carte, parce qu'on a tout simplement le AEW World Tag Team Championship, les Lucha Brothers, qui affrontent les FTR, qui eux sont champions, mais à la AAA, puisqu'ils détiennent la ceinture par équipe de la AAA. Et d'ailleurs, c'est bien triste pour la AAA, puisque malheureusement, Cash Wheeler et Dax Harwood ne mettent jamais les pieds au Mexique, ni dans un weekly, ni dans un pay-per-view. Ils n'ont jamais défendu, ou ne serait-ce que évoqué une seule fois le titre dans un show mexicain. Et j'en suis fort Marie. Mais bon, là, c'est pas grave. En attendant, on a pour moi une très belle équipe de brawlers qui va affronter pour moi ce qui est tout simplement le must de la Tag Team Division, de la All Elite Wrestling et peut-être du monde. Je n'hésiterai pas sur les mots. Et là, on va avoir encore une fois un gros match de 19 minutes quasiment, quoi. Alors, les Lucha Brothers sont accompagnés par Alex Abrahantes, hein, et comme d'habitude, les FTR avec Tully Blanchard qui, le papy, hein, tient tranquillement la route, vient tous les week-ends. Enfin, vraiment, il a la patate, le Tully Blanchard. Arn Anderson et Tully Blanchard vieillissent vachement bien, je trouve. Hein. Comparé à Ric Flair. Bah oui. Et ouais. Bah, il a pris sa retraite plus tôt, hein, Tully Blanchard et puis Arn Anderson aussi. Hein. Ça fait très très longtemps qu'ils sont à la retraite, les deux. Hein, alors. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Ric Flair, lui, il a continué encore une bonne vingtaine d'années, je pense, après que les deux aient pris leur retraite. Alors, ils n'ont pas encore le temps de souffler, nos amis, mais nous, on a le droit à un nouveau combat de feu de Dieu. Et comme on pouvait s'y attendre, FTR va utiliser toutes les techniques possibles de heal pour tenter de posséder les ceintures des deux frangins. Ça va même évidemment, la ceinture, ça va être le thème, puisque les heals vont tout simplement porter un coup de ceinture dans la tête de Phoenix, alors que l'arbitre avait le dos tourné. Mais ça suffira pas, parce que Pentagon s'est dégagé d'un pile driver encore, porté à la manière des célèbres Brain Buster d'ailleurs. Et la fin, elle est un peu entaché. Alors là, la fin, c'est un peu spécial par contre, parce que la fin, on va avoir droit à beaucoup d'overbooking, et alors qu'on aura eu un match virevoltant avec un public au taquet, parce qu'on n'a pas encore parlé du public de Minneapolis, mais le public de Minneapolis était chaud. Les Miedo partaient dans tous les sens. Notre Phoenix nous a fait tout ce qu'il fallait entre les cordes, et moi, ce que j'ai aimé dans ce match, c'est justement cette alchimie entre deux styles complètement différents. Les FTR qui essayent de les ramener au sol, qui essayent de les ramener ringside, de brawler ringside pour les empêcher de pouvoir développer du catch. Ça empêche pas, ça va balancer du suicide dive, du moonsault. À chaque fois, ils reviennent. Quand ils sont en difficulté, les FTR, finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils mettent leur masque. Leur pauvre masque qu'ils avaient utilisé justement pour la prise de la ceinture AAA, des super ranas là, pour essayer les super ranas, pour essayer de faire sortir les luchadors un peu de leur gond, quoi, mais ça n'a pas l'effet voulu. Penta et Phoenix, ils vont enchaîner avec une prise à deux pour en finir, et finalement conserver. Alors on peut noter que pendant le combat, Cash Wheeler a voulu porter le Tres Amigos sous les huée d'une public, à une grosse bronca, parce que Eddie Guerrero est mort un 13 novembre, donc le jour de Full Gear 2021, et Penta l'a interrompu. C'est finalement lui d'ailleurs qui aura exécuté le Tres Amigos sous les acclamations du public, de multiples hommages pendant ce match, d'ailleurs de multiples références à Eddie Guerrero, que ça soit dans les taunts, que ça soit dans les moves, comme tu as tout dit, effectivement, pendant tout le pay-per-view, il n'y aura pas un catcheur ou une catcheuse même qui échappera à réserver un hommage à Eddie, et c'est ma foi bien mérité. Waouh, on a eu un gros match de 19 minutes, mais effectivement, cette fin, mon petit ringside, mon grand ringside, mon énorme ringside, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, alors effectivement, là on commence à s'inquiéter. Est-ce qu'ils vont merder tous les finishes des matchs ? Le match en lui-même, il est excellent. Hein. D'un côté comme de l'autre, on a deux équipes qui sont au top. Je suis content de voir les FTR, l'ancien Revival, là, la WWE, revenir au top après la blessure de... alors je sais plus comment il s'appelle, à la All Elite Wrestling, là, Cash Wheeler, c'est comme ça qu'il s'appelle ? Cash Wheeler, ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'il s'était ouvert le bras pendant un match. Ouais. Gravement. Gravement, sur un des poteaux du ring. On n'a jamais trop compris
comment ils avaient réussi à faire leur coup. Mais bon, il est de retour visiblement au top. Ils ont alors tous les pareil, hein, comme dans le premier match, chacun a sorti sa partition. Ils ont eu le temps de dérouler. Alors là, c'est bien hein, quand on fait des matchs longs comme ça, quand on a des talents comme ça dans le ring. Effectivement, là, il faut les laisser s'exprimer. Il faut leur donner le temps. Ils ont suffisamment d'expérience pour savoir ce qu'ils font chacun de leur côté. Sauf quand c'est l'heure de l'overbooking et du finish. Assez incompréhensible en fait. Alors, ouais, ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est que les FTR ont gagné les titres de la Triple A en battant les Lucha Bros, hein, qu'ils affrontent ce soir, en étant déguisés en luchador, façon, comment on les appelait, Edge et Christian à l'époque à la WWE. C'était les vrai, ouais. Conquistadors, ou je crois El Conquistador. Voilà, ils ont fait le même délire. Ils sont venus déguisés en incognito en lucha. Et ils ont en luchador. Et ils ont gagné le match face aux Lucha Bros en trichant, hein, je pense, d'une manière ou d'une autre. Et donc, je sais pas, ils ont essayé de refaire un truc pour suivre l'histoire là. Les FTR enfilent un masque avant la fin du match. Là, ils remontent dans le ring, mais ça dure pas assez longtemps pour qu'on comprenne quoi que ce soit à ce qui se passe. Ils se font sécher tout de suite. C'est le mauvais. C'est pas l'homme légal du côté de FTR qui se prend le tombé. Donc c'est ça un petit peu la logique de l'histoire. Mais bon, ça fonctionne pas du tout, donc c'est vraiment dommage. Mais le reste du match était vraiment très impressionnant. Et est-ce que c'est dans ce match-là que Rey Fenix va sauter dans la foule à un moment donné là et défoncer 2-3 spectateurs? Ouais, Hein. carrément. Ouais, On est ouais, d'accord, carrément. hein. C'était Ah ça, non, mais. j'aimerais bien. Alors on n'a pas de suivi là-dessus, on n'a pas d'infos, mais il a quand même. Il y a 2-3 spectateurs. Alors je sais pas si c'était des mecs qui sont payés au premier Ouais, je rang pense ou que oui. quoi, mais il y en avait un qui avait l'air d'avoir mal la gueule. Pourtant ils ont pas des physiques de catcheurs, hein, ceux qui étaient au premier rang là pour le coup. Alors c'est pas la première fois que Rey Fenix il termine dans le public, hein, ça arrive Non, mais. assez fréquemment. C'était arrivé notamment à un Triple Mania où il était même tombé sur la patronne de la Triple A. Je crois qu'il lui avait cassé l'épaule ou un truc comme ça. Mais c'est toujours très impressionnant. De toute façon, Rey Fenix, il est assez incroyable dans le ring. C'était un match de deux équipes qui sont au top, donc forcément ça donne un match au top. C'est dommage qu'ils aient merdé leur finish là en faisant n'importe quoi, mais il y a quand même 20 minutes de match de catch extrêmement cool et voilà, et ça continue à donner le ton du pay-per-view qui part sur de très bons auspices. Là, moi je râle souvent de la longueur des matchs en weekly à Dynamite. Mais par contre là, quand on a, comme je le disais, deux équipes de ce talent, effectivement, c'est pertinent de leur donner autant de temps, surtout pour un match tag team, quoi. Ouais, c'est pertinent. Ouais, non, c'est vrai que le match est énormissime, quoi. C'est que du Ah, ça plaisir, quoi. n'arrête pas, hein. Et c'est 30 dernières secondes, ou 40 dernières secondes qui gâchent à peu près tout. Mais enfin, Mm. ça gâche pas tout, Ouais, c'est très mais rapide, hein, ça dure. ça laisse. Ouais, je sais même pas si ça C'est dure très 40 rapide. secondes, hein. Ouais, en fait, non, ça dure même moins que ça. Mais en fait, ça suffit un peu à mettre tu vois, un Mm. petit amertume sur le match, quoi, en me disant, putain, après le sommet de catch qu'ils viennent de nous montrer là, finir un peu sur un truc comme ça, un peu cheap, un peu overbooké, c'est un petit peu dommage, quoi. Alors, Rey Fenix, tu fais bien de signaler un peu ses écarts parce qu'apparemment, il y a quand même quelques problèmes avec lui en coulisses. Mm. Il y en avait déjà à l'époque à la Lucha Ouais. Underground, non? Il avait déjà eu des soucis qui avaient même fait que pendant la troisième saison, il avait été mis de côté pendant quelques semaines. Histoire qu'il se calme un peu parce qu'il y avait aussi Sexy Star à l'époque qui faisait plein de conneries et donc apparemment là dernièrement il y a eu quelques problèmes comme ça avec Rey Fenix. Donc faut qu'il fasse gaffe quand même, quoi. Ouais, je Un sais que peu. Chris Jericho avait déjà dit qu'il avait dû recadrer les Mexicains Ouais. au début de Dynamite parce qu'ils ont tendance à faire un peu ce qu'ils veulent dans le ring, quoi, hein, à Ouais. improviser et à pas trop suivre. Et à pas être très fair play avec leurs collègues parce que Mm. tendance des fois à être hyper stiff et poser Mm. des gros coups et même pas s'excuser ou avoir un geste pour les mecs après au retour en coulisses. Mm. Donc voilà, il y a eu pas mal voilà, pas mal de dirt sheets qui sont sortis là-dessus. Mais c'est vrai, bon après ça n'empêche pas le talent incroyable de ces deux Mexicains. Et Pentagon semble pas du tout être dans cet état d'esprit là, hein. Il semblerait que c'est vraiment Phoenix Ouais. qui attire de la hit, quoi. Mm. Et donc bon, écoute. Voilà, c'est comme ça, mais en tout cas, on nous a quand même refilé en deuxième match, un match de quasi 22 minutes, et on se dit, bon, on va peut-être souffler un peu, et ben non, pas du tout ringside. Alors attends, Bon, j'ai juste un truc vas-y. sur les FTR.
Ah ouais? Ça va être ma petite pique, mais ils sont quand même Ah, partis de la WWE en disant que on les prenait pour des clowns, ils voulaient pas être ridicules. Là, ils débarquent quand même en peignoir doré avec une espèce de musique de Tarlouse. Ils font des finishes complètement merdiques où ils se déguisent en luchador pour finir par perdre. Je suis pas sûr que leur traitement. Alors, ils ont plus de temps pour s'exprimer dans le ring, mais je suis pas sûr que leur traitement il est plus valorisant que ce qu'ils avaient à la WWE. Là. Ils se, ils se rasent pas le dos effectivement sous les douches, mais ils sont pas beaucoup plus classe pour autant. c'est certainement. Ouais. Allez, on continue parce que la carte en fait est monstrueuse et le match qui va suivre, c'est tout simplement le AEW World Eliminator Tournament, la finale qui a vu se qualifier Bryan Danielson et Miro, des vieilles connaissances qui se retrouvent. Et alors là, avec un match qui était d'ailleurs c'était assez marrant puisqu'au niveau des paris, on va dire, c'était quasiment du 50-50 quoi. Il y avait Team Bryan et Team Miro. Et pour plein de raisons différentes, chacun voyait les deux gagner. Donc c'était bien parce que du coup, il y avait un certain suspense dans ce match-là. Et ça, c'était assez appréciable, quoi. Surtout que, bah, les mecs, ils vont continuer. Écoute, mon bon ringside, dans les mêmes critères, puisqu'on va avoir un match de 19 minutes 59. Et ouais. Eh ouais, carrément, ça va envoyer. Alors là, alors sur un rythme, bien sûr, moins rapide que les deux précédents, hein, parce que là, on n'est plus tout à fait dans les mêmes catégories, même si Il y a du heavyweight là. ouais, voilà, même si Bryan Danielson reste quand même à un point un peu plus léger, mais ça reste Bryan Danielson quand même, et que je trouve particulièrement en forme d'ailleurs, quoi. Et donc c'est un match un peu plus méthodique, un peu plus psychologique. On va nous montrer un Miro qui a vraiment l'avantage en force brute et qui va finalement dominer assez globalement le combat justement grâce à cette force physique. Bryan Danielson à ces moments rend les retours du babyface où il va rendre l'appareil à Rusev. Il va être en général plutôt mis un peu dans les cordes et il va être dans la riposte pour essayer de s'en sortir. Il va se sortir 2 fois quand même du game over de Miro. Il va résister à 2 des prises de soumission que Danielson aussi va utiliser comme finish depuis qu'il est à l'AEW là. Hein, tu vois le bel lock là et la guillotine choc. Donc vraiment, c'est bien d'ailleurs ça, parce que Bryan Danielson, quand il met son Busakuni, souvent maintenant il fait le geste, il fait non, maintenant, ça c'est terminé, ça c'est plus mon finisher, ça. On est passé à autre chose maintenant, quoi. Et finalement, en fin de combat, au bout de ces 20 minutes, Miro va avoir un peu un second souffle, va reprendre le dessus, va défier Danielson dans un duel de kick qui va dominer, il va placer Bryan dans la 3e corde, alors qu'on pense qu'il va en finir et qui va contrer une espèce de DDT depuis la 3e corde. Et il va enchaîner aussitôt avec quoi? Et ben avec un autre guillotine choc. Et cette fois, et ben mine de rien, Bryan Danielson, il va mettre inconscient le Bulgare. L'arbitre va faire sonner la cloche. Victoire de Bryan Danielson qui devient donc le number 1 contender à l'AEW Championship. Wow, 20 minutes là, une finale de tournoi, pas dégueu là, à mon ringside, je pense. Ouais, là, ils ont mis les petits plats dans les grands pour terminer leur tournoi. Là, ça fait des semaines que ça dure, Ouais. ça aussi. La consécration de Daniel Bryan, je l'avais prédit hein, dans mes fameuses prédictions. C'était un match hyper solide avec un Miro qui était très impressionnant, qui est resté dans son personnage de monstre là, quasi indestructible. J'ai beaucoup aimé l'échange de kicks entre les deux avec les gros kicks de Miro là. Bon, ils aiment bien faire ça souvent à la All Elite Wrestling, un peu trop souvent à mon goût, les échanges à toi à moi, que ce soit de l'Ariat ou pas de l'Ariat, d'Atemi ou de coups de coude dans la face là. Mais là, ça avait du sens un peu de voir le gros Rousseff encaisser les coups de pied de Daniel Bryan et puis le sécher un peu Bryan à gros coup de kick là quand même. Ouais, y a aucune fausse note dans le match. L'un comme l'autre, ils sont très impressionnants. Il y a eu un petit clin d'œil à la WWE quand même, parce que il y a ce passage à la toute fin où Daniel Bryan va placer Miro dans le label lock. Miro va le retourner et s'acharner sur lui à coups de coude au sol, hein, la même manière que Roman Reigns sur Daniel Bryan dans leur dernier affrontement. Sauf que cette fois-ci, Daniel Bryan se relève et c'est lui qui va porter la guillotine finale là pour mettre à plat Miro. Je trouvais que le finish était un petit peu flat, mais tout le reste du match
est excellent. La consécration de Daniel Bryan qui est un peu maintenant avec l'absence de Jon Moxley là qui est parti en cure de désintoxication, pas loin d'être la top star quasiment de la All Elite Wrestling. Il y a toujours CM Punk qui est là, mais j'ai l'impression que Daniel Bryan il est un peu plus impliqué avec tout le roster. Enfin quoique, je sais même pas, mais enfin c'est quand même incroyable de voir que c'est Daniel Bryan le mec le plus en forme de la fédération, alors qu'il est censé être à la retraite. Il dit qu'il est en grande forme, il dit qu'il est chaud. Bah, franchement, moi je le trouve vraiment au top là, à la All Elite Wrestling. C'est vraiment leur meilleure acquisition, je pense. Et puis Miro, hein, il est aussi parfaitement à sa place, complètement épanoui là. Du coup, bah, on a eu un match assez exceptionnel. Et voilà, on a hâte de voir la suite pour Daniel Bryan. Et puis on va voir où va aller Miro aussi, parce que maintenant il va falloir qu'il ait sa revanche, quoi. Donc tout ça a été vraiment très réussi. Ouais, très réussi. Pour le coup, le finish m'a pas dérangé parce que le public était tellement à fond, était tellement au taquet qu'au moment du finish, ça a été une explosion dans l'arena. Ouais, Et c'était vraiment super cool. J'étais assez, moi j'avais du mal à me prononcer sur le vainqueur en fait. Et j'hésitais, j'avais écouté votre review. Papy donnait Miro et toi tu donnais Bryan Danielson. Et j'étais bien embêté ma foi moi, parce que je savais pas trop quoi. Donc du coup, bah, ça a eu le bon côté de donner un match à suspense et c'était bien avec quelques moves incroyables quoi. Il y avait beaucoup de matchs qui étaient à suspense. Hein. Ouais, c'est par vrai, exemple, le match d'avant, tag team, oui, c'est par assez exemple, difficile de pronostiquer le gagnant. Ouais, pareil, exactement, ouais. Et donc du coup là, donc avec quelques moves assez fantastiques quoi. Là, je pense à un nearfall avec la powerbomb que met Miro à Daniel Bryan au milieu du ring. Et surtout, je pense au coup de genou que met Daniel Bryan, Bryan Danielson à Miro ringside. Et putain, tout un tas de moves comme ça, hyper stiff en plus quoi. Enfin vraiment les deux mecs. Ils étaient bien violents. Hein. Ils sont hyper potes dans la vie. Hein. Ils sont hyper potes dans la vie. Bah ça se sent, hein, parce que là, tu savais qu'ils avaient ça. plaisir de catcher l'un contre l'autre. Hein. J'avais vu des images dans un 24 de Rousseff à la WWE. On le voyait régulièrement au catering avec Daniel Bryan. Il accueillait les enfants. Je me demande même s'il n'y a pas une histoire où il est un parrain ou une connerie comme ça de la gamine Bryan ou quelque chose comme ça quoi. Donc ça se ressent après sur le ring. Ça peut être paradoxal, mais deux mecs qui sont super potes sur le ring peuvent donner des grosses choses. Randy Orton et John Cena par exemple sont des gros potes hors ring. Et ça n'empêche pas la violence quand ils se retrouvent entre les cordes. Et là, c'est exactement ce qu'on a eu. Écoute, moi, j'ai trouvé ça parfait de bout en bout, quoi. Donc, vraiment rien à redire sur ce match. De la grosse qualité. Et on va continuer, écoute, mon ami, parce que là, maintenant, on va rentrer dans un trios match à la Mexicos en Falls Count Anywhere. Christian Cage et le Jurassic Express, Jungle Boy et le Luchasaurus affrontent la Super Clique, Adam Cole, baby, et Matt Jackson et Nick Jackson. Alors les entrées c'est déjà quelque chose hein, dans ce match hein, parce que c'est un peu la folie à la All Elite Wrestling quoi, à l'entrée à chaque fois. Alors la Super Clique, je rappelle, hein, c'est les heels, hein, les Young Bucks actuellement sont heels à la All Elite Wrestling et du coup voilà, ils sont accompagnés avec Brandon Cutler et Nakazawa. Six-man tag team Falls Count Anywhere match de 22 minutes 20. Alors là, les références, on n'en parle même pas. On peut s'y attendre. Hein. Ringside, de toute façon, je pense que à peu près tout le monde s'y attendait. C'est le plus gros spot fest de la soirée, avec en plus l'ajout de tables, d'échelles, de chaises, de poubelles. C'est un Falls Count Anywhere, ça s'envoie partout sur le ring, ringside, dans les tribunes, partout. Ça a lieu au départ. La première partie de l'affrontement a quand même lieu pas mal dans le ring. Puis progressivement, elle va se déplacer vers la rampe d'accès aussi, où ça va beaucoup bastonner. Christian et un des frères Jackson vont se battre d'ailleurs un peu brièvement dans la foule. Ça va permettre à Captain Charisma de sauter depuis un espèce de promontoire vers un des Jackson. Cutler et Nakazawa en contrebas. Voilà, l'homme volant, le Captain Charisma. Et puis finalement, tout ça va s'envoyer. Gros passage du Luchasaurus qui va avoir une période de domination mais monstrueuse avec une overness. Mais alors, mes amis, vous imaginez pas comment tonton Chris, il était content. dans les dernières minutes du combat, Super Kick va prendre un peu l'avantage après que Cole ait placé le Panama Sunrise depuis une colonne, hein, une espèce de colonne qu'il y avait dans le décor. Tous les trois, ils vont effectuer un BT Trigger avec des punaises sur le pauvre Luchasaurus, quoi. Jungle Boy va réussir quand même à faire un save. Christian va le rejoindre, va porter un spear à Nick, je crois. Jungle Boy va placer une German suplex sur la deuxième moitié des Young Bucks qui va tomber en bas de la rampe. L'autre, il est avec les
les deux larbins de l'élite quand Luchasaurus va porter un chokeslam sur Adam Cole. Alors là, je me dis, Adam Cole, il en a pour 6 mois d'hôpital. Mais non, finalement, il va tomber sur les autres. Du coup, ça va amortir le choc. Finalement, le dinosaure masqué, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous porte un Phoenix Splash, les amis, sur l'île, sous les yeux d'un Jungle Boy. Halluciné, quoi. Et ce dernier, soutenu par Christian, va placer son concerto sur l'un des Bucks pour en finir. Victoire de Christian Cage et des Jurassic Express. Wouh! Je ne cache pas ma joie. 22 minutes de match, mes amis, pour un trios match. All Elite Wrestling. Et maintenant, c'est à la All Elite Catch-Up de parler. C'est à notre ringside. Hell of a match. 5 étoiles, je pense, pour ce Falls Continuaire, là. Non, ça n'arrêtait pas. Voilà, moi, je suis super fan des Young Bucks. Je suis content de les revoir. Ça fait plaisir. Bah alors, je suis content de voir les Young Bucks au top, là. Ils ont pas pris ça à la légère. Ils ont fait un truc spectaculaire comme on voit ça. Par exemple, on le voit pas, là, ou très rarement à la WWE, même quasiment plus. Il y a quelques gros matchs comme ça qui arrivent, mais un truc aussi spectaculaire, un spot fest comme ça où les mecs se ménagent pas. Christian Cage, quand même. Oui. 47 ans. Voilà, pas trop clear de normalement, enfin qui revient aussi de retraite. Faire un match comme ça, c'est sacrément impressionnant. Non, il y a pas eu de fausses notes. Il y a eu des trucs complètement spectaculaires. Effectivement, Luchasaurus là qui passe un Phoenix Splash, c'était incroyable. Le bon Jungle Boy aussi, il a bouffé un petit peu dans tous les sens. Là, ils lui ont fait manger des punaises à un moment donné. Ouais. C'était ce qu'on avait envie de voir. Ils ont vraiment over-delivered. Punaise avec un double super kick derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Non, ça n'arrêtait pas. Ils nous en ont mis plein les yeux. Voilà, 100% spectaculaire. J'ai vraiment rien à redire. En plus, c'est très bien que ce soit le Jurassic Express et Christian qui gagnent parce que il leur fallait quand même cette grosse victoire. J'ai vraiment rien à redire. C'était vraiment très très bon. Rien que ce match-là, ça vaut le coup de voir le pay-per-view, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, même pas, je suis assez d'accord. Je suis entièrement d'accord là. Vraiment, quel kiff ce match, quel kiff, quoi. Alors, des Spotfest comme ça, les Young Bucks, c'est des grands spécialistes, ils savent. Oui, ça c'est leur spécialité. Mais ouais, c'est un peu leur marque de fabrique. Je me rappelle d'un match à la Pro Wrestling Guerrilla. Je crois que c'était pour clôturer un Battle of Los Angeles. Où c'était un match qui était non filmé, qui était juste retransmis sur YouTube, en fait, qui était le dark main event finalement de après la finale de le Battle of Los Angeles, et où je crois qu'il y avait 3, 4, 5 équipes, et mais il y avait Meltzer qui était présent dans la salle. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Et vraiment, c'était un match hallucinant. Et ils en ont fait quelques-uns à Elite Wrestling là, mais là, franchement, c'était que du bonheur. En plus, moi, avec le Jurassic Express, qui est une équipe que je kiffe, bien évidemment, vous le savez bien pourquoi. Peuple de catch-up, et puis ce Christian Cage, quoi, merde, quoi, ça c'est du vétéran, quoi. Franchement, le mec donne son corps à son sport, quoi. Il est incroyable, vraiment. Enfin, sur chaque mec, on peut sortir des mouvements. Le flying moonsault de la rampe du Luchasaurus sur tout le monde là, mais là franchement là avec la tête du Jungle Boy derrière, quoi. C'est quelque chose de fou, quoi. Et puis j'adore, enfin les Young Bucks, c'est incroyable, ces mecs, ils font des références permanentes à la legacy du catch mondial, quoi. C'est Matt Jackson qui aime beaucoup reprendre des attitudes du macho man, en fait. Il fait pas ça de manière forcée et tout ça, tu vois, on sent que ça vient naturellement, quoi, que le mec il a biberonné, quoi. Et ça, moi j'adore. Et vraiment, vraiment, quel bonheur ce match, quel bonheur. C'était, ouais, t'as donné 5 étoiles, et bah ouais, c'est ce que ça valait, quoi. Y a pas de problème, quoi. Franchement, c'était un kiff incroyable à ne pas rater. Je crois que même Cage Match a mis 5 étoiles et plus, quoi. ouais, non, bah là, tu t'es gavé, quoi, quand tu regardes. Ouais. Comme je dis, il y a pas de fausses notes, c'est pas forcé. Il y a quand même du selling derrière, même si ils se bouffent des trucs quand même assez incroyables. Ils oublient pas de vendre quand même un minimum. Y a rien à redire là-dessus. Alors ouais, les Young Bucks, y a la Ring of Honor aussi, ils ont une plâtrée de matchs dans ce style. Hein. C'est leur marque de fabrique, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Hein. C'est en allant toujours plus loin dans ce genre de spotfest où tout est permis. Tu utilises les tables, les chaises, les échelles, les machins, et puis tu as tous les spots que tu t'attends même pas de voir tellement
c'est des trucs impressionnants, quoi. En 2017, donc 2 ans avant la création de la Haute Wrestling, moi, j'envisageais vraiment que les Young Bucks un jour soient signés à la WWE. Et j'envisageais que le Luchasaurus aussi, qui était à l'époque était à la Lucha Underground. Et je me disais, putain, mais ce mec, c'est pas possible. Ce mec, il faut qu'il aille à la WWE, quoi. Et Bah après, puis, le truc, c'est que je finalement, crois qu'il en revenait, la WWE. alors ouais, il aura fait un try-out là-bas, quoi. Mais il a fait, voilà. Et au final, il s'est passé 4 ans. Et maintenant, ces gars-là, on les retrouve dans un pay-per-view de la All Elite Wrestling. Et ça envoie du pâté comme ça. Donc, c'est vraiment un kiff intégral. Peuple de catch-up, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce match parce que ça envoie du très très lourd. Allez, on continue dans le déroulement de cette carte de Full Gear 2021. Un nouveau tag team match et cette fois c'est Cody Rhodes et Pac accompagné d'Arn Anderson qui affrontent Andrade, El Idolo et Malakai Black. Ils sont assistés avec José qui suit comme son ombre El Idolo. Alors on va avoir le match le plus court quasiment jusqu'à présent mais que ça va durer quand même quasiment 17 minutes. Une rivalité qui finalement est assez récente, qui a été un peu bookée, j'ai trouvé moi, on regarde les Dynamite, donc un petit peu à la va-vite cette affaire, mais j'ai aussi l'impression c'est qu'il y a tellement abondance de biens à la Hot Wrestling que c'est difficile de mettre tout le monde là un peu dans la course, et donc il faut bien trouver des alternatives, et donc l'alternative pour Andrade et Malakai, j'ai bien senti que c'était ce tag team match. Ça va être peut-être le match le plus, un petit peu, comment dire, avec un rythme un peu moins emmené que les autres. Peut-être le public est moins dedans aussi, j'ai trouvé, quoi. Mais après le match précédent, ouais, c'est sûr. Fait quand même quoi, on a eu une heure, on est à une heure peut-être d'une heure de show, 1h20 de show. Ouais, un peu plus, ouais. Donc, alors évidemment, quand même, hein. Sur ce tag team, l'accent va être surtout beaucoup mis sur les dissensions qu'il peut y avoir entre les deux équipes qui ont beaucoup de mal à se mettre d'accord. Il y a une vraie mésentente, c'est un peu dysfonctionnel tout ça. Évidemment, le José, l'assistant, est là pour s'en prendre et il va à nouveau se battre avec Anderson parce que ça lui était déjà arrivé à Dynamite. Et celui-ci va donc quitter les abords du ring pour donner une correction en coulisses, quoi. Et Black et Rose vont se battre hors du ring. Le Britannique va surprendre le Mexicain avec un Poison Rana afin d'en finir avec son Black Arrow pour la victoire. Victoire de Cody Rhodes et Neville dans une ambiance, peut-être l'ambiance la plus plate en tout cas depuis le début du show. Et ça n'a pas empêché quelques moves, c'était assez quand même en termes de in-ring, moi j'ai trouvé que c'était assez solide, que ça tenait la route. Ouais, carrément. Et ça a été pas mal critiqué, j'ai l'impression qu'en ce moment c'est un peu la mode de critiquer beaucoup Cody Rhodes aussi. Donc j'ai l'impression que dès que Cody Rhodes fait quelque chose en ce moment, il est de coutume de dire que c'est pas bien. Donc écoutez, moi je vais aller un peu dans un sens contraire, moi je trouve que Cody Rhodes il a délivré la marchandise et que quand même le mec taffe, il est là tous les mercredis, il est mal en match de pay-per-view, il fait briller un peu les nouveaux arrivants. Donc moi j'ai pas à me plaindre de Cody Rhodes. Alors effectivement c'était peut-être pas un match avec finalement beaucoup moins d'enjeux et aussi parce que les Young Bucks, eux, c'est leur grande spécialité, les matchs à Spotfest, ce qui n'est pas le cas des 4 qui étaient dans le line-up de ce match, peut-être tout simplement ringside. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Il reçoit des broncas maintenant, Cody Rhodes, le public l'a eu. Écoute, ça fait réagir. Déjà, c'est déjà ça, mais il n'y a pas trop de raison de le pourrir comme ça. Je crois que l'histoire, c'est parce qu'il a gagné plus ou moins sa rivalité contre Malakai Black. Et que Malakai Black est hyper populaire auprès du public de la All Elite Wrestling. Donc ils n'ont pas trop aimé. J'ai l'impression que le public veut le faire tourner heel un petit peu organiquement, Cody Rhodes. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Après, ça vient aussi un peu du booking bizarre de Cody Rhodes qui, des fois, catch en heel alors qu'il est babyface. Mais bon, là, c'était pas le cas ce soir. On avait un match un peu avec des dissensions dans chacun des camps, hein. Ils sont un peu engueulés l'un l'autre, mais tout était assez spectaculaire. Il y a quand même Andrade qui fait un espèce de saut par-dessus la troisième corde là, enfin en partant du coin du ring et en tournant sur lui-même là, c'était assez impressionnant. Il y a pas grand chose à redire, hein, au niveau du déroulé. Je suis content que ce soit Pac qui remporte le match parce que il était temps qu'il ait une grosse victoire aussi. Pour moi, tout ça, ces 4-là, c'est des mecs qui méritent d'être dans le main event de la All Elite Wrestling. Et je pense que c'est 4 futurs champions au final, hein. Même si Cody Rhodes a une clause qui l'interdit de concourir pour le championnat suprême, je pense que quand même il finira par être champion de ces 4. Et je pense que pour les 3 autres, que ce soit Pac, donc Neville, hein, avant la WWE, Malakai Black, c'était Aleister Black, et puis Andrade, vous avez compris que c'était Andrade. Ces 4-là, ils méritent d'être
Enfin, du moins pour moi, ce serait dommage de pas les envoyer dans le main event et d'en faire des champions à un moment donné, quoi. Je crois que Malakai Black s'est blessé pendant le match, qui fait qu'il était un petit peu en retrait. Ça, je l'ai senti quand même durant le match. Mais sinon, voilà, moi je considère que c'était un bon match. Ils ont fait ce qu'il fallait. Belle victoire de Pac, qui a quand même fait beaucoup de spectacles, hein, Pac. Pac et Andrade, je pense, un peu plus que les autres, mais non, bah, c'était encore du beau boulot. Voilà, effectivement, le public était un petit peu moins chaud qu'avant, mais comme je le dis, vu la durée du show et puis le match qui précède, c'est un peu normal. Mais il n'y a pas de fausse note non plus dans ce match-là, hein. Ouais, au final, je suis d'accord avec toi, hein, c'est vraiment tout ce que j'ai lu. Comme du coup, on fait la review après une petite semaine, il y a eu pas mal d'infos, etc. Donc, ouais, je te confirme ce que tu disais sur la blessure de Malakai Black. Mm. Et c'est sûr que oui, le gavage du public là fait peut-être aussi qu'il y avait un petit peu moins d'intensité. Après, moi, devant mon écran, ça m'a pas posé de problème et j'ai apprécié. J'aime bien les 4 mecs qui étaient dans le ring. Donc, du coup, j'étais plutôt confort et ça a envoyé du lourd. Et après, tu parlais de ceux qui peuvent être les 4 pourraient être champions. Oui, tout à fait. Même si pour moi, celui qui est en pole position en fait des 4 là, ça serait Malakai Black. Je le sens vraiment arriver incessamment Vu la dans le popularité. Ouais, dans le main event, c'est vraiment un des mecs les plus over là. Chaque fois qu'il débarque là, putain, le public là, c'est un truc de fou. Donc vraiment, et puis alors là, il a complètement installé son personnage. Il est, ouais, il est exactement, il est dans un gros momentum à mon avis, Malakai Black là. Faut juste qu'il fasse ce qu'il faut avec lui. Mais là, on est parti pour un bon truc. Donc, écoute, c'était une belle continuité de pay-per-view, ce tag team match. On va enchaîner cette fois avec un match pour une ceinture, tout simplement le AEW Women's World Title. Et là, Dr. Britt Baker, DMD, va affronter Tay Conti. Petite rivalité qui dure depuis un petit moment à Dynamite, quoi. Tay Conti a gagné ses galons pour réussir à obtenir ce shot. Et ça va être un combat féminin assez compétitif, même s'il y aura quelques approximations, mais globalement, on va avoir un match d'un peu plus de 15 minutes et Tay Conti va vraiment, en fait, finalement avoir l'occasion, dans un pay-per-view, de montrer qu'elle est une challengeuse combative et en luttant dans ce qui est certainement le meilleur match, moi, que je l'ai vu faire, même si je l'ai vu faire quelques bonnes choses à Elite Wrestling, je vais pas rappeler son passé à NXT parce que ça c'est vraiment totalement anecdotique. Elle va quand même se relever des 3 curb stones de la dentiste, dont une sur les marches en acier et un Red Air Crash aussi, sur l'apron, donc ça c'était plutôt pas mal. La dentiste, elle va pas être en reste non plus parce qu'elle va résister à quasiment toutes les prises de finition de la brésilienne, qui utilise beaucoup de prises de judo et de jujitsu, mais qui tente aussi un très joli Texas Pile Driver. Mais comme on pouvait s'y attendre, les copines à Dr. Britt Baker vont débarquer, vont venir foutre le dawa. Reba et Hater qui sont intervenus pour être la championne. Elle va remporter la victoire et conserver sa ceinture. Malheureusement, voilà, sur ce finish. Alors là, un petit peu trop, petit paquet style, quoi. Et malheureusement, un roll-up, c'est un peu dommage. Ça va donner une fin un peu abrupte. Du coup, Dr. Britt Baker conserve son titre sans énormément de surprises, puisqu'elle est vraiment installée à la tête de la division féminine à l'heure actuelle. Mon bon ringside, les femmes, à la Elite Wrestling, vaste sujet. Ouais, exactement. Voilà. Merci. Écoutez, à bientôt. On va passer tout de suite à l'avant-dernier match de la carte. C'est ça. Ouais, alors j'ai pas regardé le match, hein, malheureusement. Ça termine sur un roll-up aussi. Donc les 2 matchs féminins terminent par un roll-up. Ça me rappelle une autre fédération, mais oui, moi aussi, dont on ne dira pas le nom. Mais bravo à elle, en tout cas. Ouais, bravo. Alors écoute, moi qui a suivi le match et puis qui les suit quand même régulièrement, de toute façon, je trouve que c'était plutôt une bonne chose. J'étais plutôt hypé, moi, par rapport à ce match. Je pensais que ça allait être tout simplement de toute façon une confirmation pour DMD. Ça a été le cas. Tay Conti est en train de l'installer tranquillement dans la division féminine et ça, c'est pas plus mal. Donc moi, je considère que la division féminine va beaucoup mieux à la Elite Wrestling. Il y a eu une nette amélioration. Le TBS Championship, le tournoi là, se passe plutôt bien et j'ai trouvé que le line-up du tournoi était plutôt intéressant. Et finalement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'y trouve mon compte. Et Britt Baker, pour moi, est du WWE Material. Oh merde, j'ai dit le nom. Et mais sinon, voilà, ouais, ça tient la route. Maintenant, ce que j'attends, c'est vraiment, justement, Britt Baker, elle est une
vraiment une adversité beaucoup plus dangereuse dans le futur. Voilà ce que je souhaite pour la division féminine des Britt Baker. Allez, mon ringside, on arrive dans l'avant-dernier match de cette carte. Presque au bout de ces 4 heures, on rentre dans la dernière heure. Et ça va tout simplement être CM Punk qui va affronter Eddie Kingston. Alors, CM Punk ringside, hein, tu as pu le constater comme moi, hein, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Et la folie dans l'arena, hein. On a l'impression vraiment que c'est l'explosion générale. Alors je pense que la plus grosse signature, tu l'as un peu évoqué en début de review, c'est effectivement Bryan Danielson. Pour moi, c'est lui la top star de la wrestling. Mais CM Punk, par contre, c'est la top star, on va dire, dans le cœur du public, quoi. Quoi qu'il fasse, il catche pas, il dit rien, il pète un coup. Eh ben, le public, il est au taquet, il est à 10 000 à l'heure. Alors là, en ce moment, il est en rivalité avec Eddie Kingston, qui est aussi un gros talker et un gros brawler surtout. Donc là, c'est la guerre de tranchées dans un match plus court que ce qu'on aurait pensé, hein, puisque ça va être un match qui va durer 11 minutes. Mais avant même que la cloche sonne, ça part. Ils se sont promis monts et merveilles et ils vont pas se louper, puisqu'ils vont se mettre mais plein la gueule. Eddie Kingston va mettre un énorme hurricane sur CM Punk qui va être sonné pendant un bon moment. Violence à gogo, slugfest avec de nombreux aspects psychologiques quand même, quoi, hein, parce que vraiment ça s'envoie. CM Punk va même commencer à provoquer la foule de Minneapolis en faisant une espèce de comment de dire ça, il va singer les 5 moves of Dooms de John Cena avant de se faire rattraper quand même et placer les Tri Amigos pour le fameux hommage à Eddie Guerrero. Ça va cogner, ça va saigner dur, hein, puisque CM Punk va se mettre à saigner abondamment du visage. Alors là, c'est un truc qui m'a peut-être échappé. Je sais pas si rien que ça t'aurait échappé, mais j'ai pas trop pigé comment en fait il s'ouvre véritablement. Tu m'en diras plus après. J'ai bien aimé aussi, alors là, je sais, pareil, encore un truc décrié et tout ça, mais moi, pour le coup, j'ai bien aimé la tenue de CM Punk. J'ai trouvé que c'était assez original, comment il était, son gear, là. Et puis, bah, finalement, c'est une grosse baston. Les deux mecs, mais alors, n'en peuvent plus l'un de l'autre, se tabassent à gogo. Et finalement, il va falloir quand même 2 JTS à Punk de Chicago pour mettre KO le Eddie Kingston, la grande gueule. Victoire de CM Punk dans un match beaucoup plus court que ce que j'attendais, mais par contre certainement à la hauteur de la haine qu'ils ont affichée l'un envers l'autre depuis à peu près un mois. Voir CM Punk effectivement placer les shoulder tackles, taunter le public, passer le slam et placer les doigts pour le five knuckle chunkle, c'était quand même assez étrange tout ça avec la gueule tout azimuté, les yeux exorbités, le sang plein la tronche. J'avoue que c'était assez impressionnant comme image. Et il a réussi à placer, voilà, au cours des 11 minutes de match, tous les deux ont réussi à placer des moments qu'on fait qu'on se dit ouais vraiment les gars se détestent. La partie où ils se mettent tous les deux les coups de poing dans la gueule l'un sous un public complètement dingue, ils sont à moitié épuisés, c'est assez incroyable. Ça se termine après en concours de gifs quasiment, et Eddie Kingston qui fait un double doigt d'honneur et terminé. Eddie Kingston m'a étonné parce que Eddie Kingston a même placé des drop kicks, je sais pas ce qui lui est arrivé. Donc vraiment, les deux mecs étaient au taquet, incroyable pendant 11 minutes. Le public à fond aussi. Donc du coup, ça nous donne ça. Et puis, bah, ça nous donne cette victoire du gars de Chicago, mon ringside. Ouais, moi j'étais content parce qu'ils ont pas sorti peut-être ce qu'on attendait. Surtout Punk qui part dans son délire là à singer John Cena. Alors je suppose que c'est remonté à ses oreilles que beaucoup de gens le comparent à John Cena depuis qu'il est arrivé à la All Elite Wrestling, que c'est un peu le John Cena de la All Elite Wrestling. Donc je pense que ça l'amuse et qu'il joue du truc. Il a bien compris qu'il avait la foule contre lui cette fois-ci. Vu que Eddie Kingston était particulièrement populaire, il s'est vraiment fait huer, hein, John Cena. CM Punk au début du match, un peu à la manière de John Cena d'ailleurs. Il fait ce qu'il veut visiblement, CM Punk, et il est malin. Il sait comment jouer avec la foule, surprendre. J'ai beaucoup aimé aussi le début de match avec Kingston qui place un coup de poing, il place son finisher d'entrée de jeu avant que le match commence. Ça sèche CM Punk là qui se retrouve au tapis. Il est acclamé par la foule. C'était assez excellent. Alors j'ai pas vu non plus comment il s'est ouvert le crâne, Punk. Je saurais pas te dire. Catch-up, fact-checking. Voilà, vous pourrez regarder le match au ralenti. Mais en tout cas, ça donne un sacré visuel d'avoir Punk en sang comme ça qui taunte la foule, hein, carrément. Hein, il est, à un moment donné, c'est lui face à la foule. Et puis bah, Kingston, hein, le vétéran, bon, on peut toujours critiquer sa forme physique qui est pas terrible, mais bon, il sait ce qu'il fait, la psychologie, il sait comment ça gère dans un match, le storytelling.
C'était efficace. J'ai bien aimé le finish avec CM Punk, encore une fois, qui improvise là en s'acharnant à mettre des coups de genoux dans la gueule de Kingston, qui est déjà, on voit déjà que Kingston il est fini, mais Punk va s'acharner un petit peu plus parce que les gens le huent quand il donne des coups de genoux dans la face de Kingston, donc il en rajoute une petite couche, et puis voilà, 2 GTS pour terminer Kingston, c'est bien, il y a du respect là-dedans. Victoire de Punk. Voilà, bah rien à redire, hein, franchement c'était super bien exécuté. Et puis j'aime bien tous les délires de Punk là, de parodier John Cena. Alors c'est peut-être plus trop d'actualité de parodier Cena, je ne sais pas, mais en tout cas moi ça m'a bien fait marrer. Quand je l'ai vu se lancer là dans ses coups d'épaule à la volée, je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais c'était franchement c'est une belle réussite. J'en attendais pas tant de Diddy Kingston encore, mais il surprend lui quand même, ce bon vieux Eddie. Non, franchement rien à redire, c'était vraiment sympathique, et puis voilà, c'est pas parti où on l'attendait. Je suis vraiment satisfait de ce truc là. Ouais, Punk, il est libre. Ouais, Il est libre. Il fait ce qu'il veut. Il est libre, Punk. Et ouais, il fait un peu ce qu'il veut, et il fait des références à John Cena, il fait des références au MMA, il fait voilà, il s'amuse avec le public, il taunte. On sent qu'il est dans le plaisir, le mec. Tu vois, pourtant, tu sais bien que moi, j'en suis pas un super méga fanat, quoi. Mais là, je reconnais que quand moi je vois un catcheur qui s'éclate, je me dis bah voilà, ok, le gars prend du plaisir, et du coup il mène le truc comme il a envie. Et là, il était dans une belle configuration avec un Eddie Kingston qui est un brawler, qui était là pour la baston, quoi. Là, c'était une bagarre de chiens. Et ça m'a bien plu, parce que ça nous a sorti un peu des contextes des autres matchs où on avait eu soit des choses plus techniques, soit des spot fest, tu vois. Et là, du coup, on avait une rivalité saignante, et c'était plutôt cool. Moi, j'avoue que j'ai plutôt bien été embarqué par ce match. Victoire, sans surprise, de CM Punk. Et j'ai dit une bêtise tout à l'heure, puisque j'ai dit que c'était l'avant-dernier match. Que nenni, c'était l'antépénultième, puisque l'avant-dernier match, c'est quand même le 10-man tag team Minneapolis Street Fight. Et alors là, ringside, là, tu veux de la bagarre, tu vas en avoir, parce que là, quand t'as 10 bonhommes qui sont là pour s'en mettre plein la tronche, et que ça va durer 20 minutes, la petite affaire. Donc je rappelle, les forces en présent, les belligérants, le Inner Circle affrontent l'American Top Team. Alors eux, pareil, hein, ils se promettent châtaigne et marron depuis au moins un bon mois, si ce n'est pas un peu plus même, depuis la sortie de l'été. Et là, ça va chier, hein, ça va chier fort. Chris Jericho, Jake Hager, Ortiz, Sammy Guevara, Santana, que j'aime beaucoup moi, Santana. American Top Team, Andrei Arlovski, Dan Lambert, Junior Dos Santos avec les Men of the Year, Ethan Page et Scorpio Sky. Pouf, alors là, encore une fois, on a été à quelque chose auquel on pouvait s'attendre. C'est-à-dire que c'est quand même un gros truc foutraque, un gros truc. On est à 5 contre 5, donc c'est compliqué de s'en sortir. En street fight, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Donc chacun va avoir plus ou moins son moment pendant certaines périodes. Dos Santos va quand même réussir à porter quelques prises pour se rendre un peu dominant. Il est quand même assez impressionnant, lui physiquement, quoi. Donc tout de suite, ça donne. Il va tenter aussi un standing moonsault qui va par contre être bien botché. Et après, voilà, ça va vraiment partir en street fight. Ouais, le moonsault, là, c'est un petit peu. Il n'est pas catcheur. Mais il faut rappeler peut-être que l'American Top Team, il y en a 2 qui sont des combattants MMA, hein, c'est pas des catcheurs. Hein. Ouais, tout à fait. Junior Dos Santos et Arlovski. Alors, c'est des légendes dans le métier, mais c'est pas des catcheurs. Mais ils auront les honneurs de Botchamania la semaine prochaine. Voilà. Ce standing moonsault est magnifique. Bon, ça va vraiment partir en street fight, hein. Et finalement, on verra pas trop les combattants MMA. Hein. La réalité, c'est que c'est vraiment les catcheurs qui vont prendre en main l'affaire. Tu me diras ce que t'en penses, mais enfin, moi, j'ai vraiment ressenti ça comme ça après 2-3 minutes. On a bien vu que c'était les mecs, les pros du business, les pro wrestlers qui prenaient l'affaire en marche. Sammy Guevara, il va sortir une échelle, il va porter une Swanton Bomb de folie sur Scorpio Sky. Ethan Page, il va vouloir aussi provoquer, parce qu'il y a la femme de Jack Hager qui est ringside. Ça va être calmé par l'inventeur de l'Iron Claw, le baron Von Raschke, qui est vraiment très très laid, hein, le vieil homme. Oui, il est moche. Très très moche, hein, qui est dans le public, hein, et qui va porter sa prise fétiche d'ailleurs à Oligo. Jericho finalement va se retrouver face à Dan Lambert, enfin, ce qui a été promis finalement depuis le début de la rivalité, et va littéralement lui agrafer les parties intimes avant de le mettre au sol et de lui porter un frog splash des familles en hommage
à Eddie Guerrero. Chris Jericho, il semble vraiment ému d'ailleurs à ce moment-là. Il pointe le ciel à de nombreuses reprises d'ailleurs, même après le combat, quoi. Et finalement, au bout de ce match, c'est la victoire du Inner Circle. Inner Circle au paradis, mon ringside. Ouais, voilà, bel hommage à Eddie Guerrero. Il en fait peut-être un peu trop, hein, ce bon vieux Chris Jericho, mais non, bah franchement c'était sympa. Effectivement, comme tu le dis, c'est plutôt les catcheurs qui ont pris les trucs en main. Je suis un peu triste pour Jack Hager qui à un moment fait des grosses prestations, mais le public en a un peu rien à battre. Il est pas très over, Jack Hager, malgré son talent, c'est un peu dommage. Mais sinon, ouais, bah il y avait Sammy Guevara qui était là, qui a aussi fait le spectacle, hein, les deux, Ortiz et Santana, moi je les aime beaucoup aussi, les deux là. Voilà, ils ont fait un street fight comme on les aime. Alors moi j'aime beaucoup Dame Lambert aussi, qui a fait quand même des promos exceptionnels là tout au long des semaines et qui jouait bien le mec qui était dépassé par les événements, le petit peureux, le petit lâche, la petite merde. Voilà, tout ça pour une belle victoire de Chris Jericho et de son Inner Circle. Tous les vivas de la foule. C'était ce qu'il fallait. Et puis voilà, Junior Dos Santos s'est bien ridiculisé, comme tu le disais, avec son standing moonsault. Là, il a. Alors vraiment, il se pavanait dans le ring. Hein, je pense qu'il a cru qu'il pouvait impressionner la foule malgré son inexpérience. Mais il y a du boulot encore, mon pauvre. Et, je crois qu'il veut se recycler, lui, hein, dans le catch. Donc peut-être qu'on le reverra entre les cordes. Voilà, non, franchement, c'était fort sympathique, souvent violent, souvent drôle. Voilà, je suis content de la victoire de Chris Jericho, qui fait toujours du bon boulot. Et puis tout l'Inner Circle, c'est aussi des très bons catcheurs, hein, tous. Moi, j'aime bien aussi les Men of the Year. Il n'y a pas de souci. Voilà, tout ça a été une belle réussite pour conclure une rivalité que je trouvais fort sympathique à Dynamite. J'ai beaucoup aimé tous les speeches de Dan Lambert. Je confirme que Dan Lambert c'était assez drôle, ouais, chaque mercredi un peu ou à Rampage aussi d'ailleurs, et que du coup ça a donné un bon match. Bah, comme tu l'as dit, il y a tous les ingrédients en fait dedans. Donc il y a de la violence, il y a du comique, il y a pas mal de choses. C'est un peu foutraque au départ, effectivement, ça se lance un peu compliqué parce que justement on a laissé en fait le spot au MMA. Ouais, voilà, on leur donne un peu au début, puis après hop. On leur a donné le début du match en leur disant bon allez-y, là vous avez pendant 3 minutes, là faut que vous envoyiez au taquet. Et puis après, hein, c'est les bonhommes du catch qui vont prendre la relève. Et c'est exactement le scénario qui s'est passé. Et c'était très bien comme ça. De toute façon, il y avait du rythme. Le public était à fond, était au taquet, quoi. De toute façon, le public déjà, à partir du moment où il y a eu l'entrée de Jericho, c'est un truc de fou derrière, quoi. Donc non, pas de problème, quoi. Donc pareil, ça t'embarquait comme il fallait. Et c'était vraiment sympa. Dans la foulée, hein, de tous les autres matchs, quasiment 20 minutes, quasiment encore de match, quoi. Vraiment un truc incroyable. Et moi, je voulais dire un petit mot sur Santana, parce que vraiment, c'est un catcheur que j'avais découvert à la TNA, qui est toujours avec Ortiz, donc les lax, etc. Mais moi, je trouve que ce gars s'est développé physiquement au cours des années. Et sur les 2 dernières années, je le trouve hyper impressionnant physiquement, Santana, moi. Et c'est un mec qui me fait peur. et je serais curieux de le voir un petit peu en solo, voir un peu ce qu'il vaudrait. Et vraiment, c'est un catcheur que j'aime beaucoup et que je trouve peut-être un petit peu sous-estimé. Je sais pas, ou c'est peut-être moi qui me fais des films. Mais en tout cas, c'est une très bonne équipe. Effectivement, ouais, moi, comme toi aussi, je les avais suivis un petit peu à la TNA. Je pense qu'ils ont encore des spots à jouer dans la tag team à la All Elite Wrestling et que il serait bien judicieux de les envoyer un petit peu dans la course au titre suprême là. Ouais, je pense qu'ils ont pas encore donné les meilleurs matchs qu'ils pouvaient du côté de la All Elite. Donc surtout s'ils finissent par signer nos amis de la Ring of Honor, les Briscoes. Les Briscoes, voilà. Si on arrive à avoir les Briscoes aussi à la All Elite Wrestling, il y aura de quoi faire. Parce que j'aime bien Ortiz aussi, hein, mais vraiment, moi, c'est Santana qui me fait forte impression. Parce que Ortiz est pas maladroit au micro. Mais tous les deux, je validerais tout à fait un Lucha Bros versus Ortiz et Santana de Inner Circle. Je validerais complètement un match comme ça.
Ça m'irait très bien. On va voir un peu dans quelle direction va aller tout ça, parce que de toute façon, c'est plus ou moins la fin de la rivalité, parce que les mecs du MMA ont fini le spot, et que c'est les Men of the Year qui vont vraiment reprendre la relève. On les verra d'ailleurs cette semaine à Dynamite et à Rampage, où ils vont faire des promos, des packages vidéo. Donc vraiment, c'est Ethan Page et Scorpio Sky sur qui le spot va être mis dorénavant. Mais là, mon bon Ringside, on est à Full Gear, on est à Minneapolis, et là, le match attendu depuis quasiment 2 ans, j'ai presque envie de dire, est arrivé. Hangman Adam Page affronte Kenny Omega pour le AEW World Title. Kenny Omega, c'est le champion. Ce match, il est presque booké, j'ai envie de dire, depuis 2 ans, mais on ne savait pas à quel moment allait arriver parce qu'il s'est passé moult péripéties. On rappellera quand même, pour ceux qui nous prennent en cours ou qui ne connaissent pas bien, que, mine de rien, Hangman Page et Kenny Omega ont été champions ensemble à la All Elite Wrestling, ont détenu le titre tag team. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé le décès de Brody Lee, il s'est passé l'alcoolisme de Hangman Page, il s'est passé une longue absence d'Hangman Page, et pendant ce temps-là, Kenny Omega récoltait tous les lauriers, cassait la gueule à tout le monde, multipliait les ceintures à travers le monde, et finalement se retrouve head of the table, si j'ose dire, de la All Elite Wrestling. Le cowboy est revenu du diable vauvert avec l'aide un peu du Dark Order, hein, on pourra en parler de ça, hein, mais mine de rien, le Dark Order a servi à la thérapie du cowboy, et il est revenu au taquet. Depuis, il est en rivalité avec le Kenny Omega, et ça y est, il tient son match après avoir eu un décompte pendant 2 semaines là, à Dynamite, où il a promis monts et merveilles lui aussi à Kenny Omega. Bah, ça y est, il se retrouve sur le ring. C'est parti pour le match, c'est parti pour le main event de ce Full Gear. Et alors là, on va avoir un match de 25 minutes, tout simplement. On termine avec le match quasiment le plus long de la soirée, avec un public, je crois, qui n'arrêtera pas de la première à la dernière seconde. Les entrées sont assez phénoménales. Le cowboy shit et Tony Truant, ça m'a rappelé un peu quelques pop de notre ami Steve Austin, par exemple. Ça m'a rappelé des pop en fait de plusieurs catcheurs quoi, sur certaines époques. Où vraiment là, avec un public qui est vraiment, tout est tellement identifié que ça coule de source. Ça va être ils vont s'en mettre plein la gueule, quoi. Hein. De toute façon, je crois que là, ça va être assez long au départ, puisque Kenny Omega va se comporter comme un heel assez classique, et va tenter pas mal de choses au niveau des soumissions, avoir des near falls assez rapides pour essayer un peu de déstabiliser le cowboy. Ça va s'emballer après une série de toi à moi de toute beauté, où là, on va s'en mettre, mais alors plein. Page va commencer à prendre le dessus, il va vouloir porter son buckshot lariat, mais c'est l'arbitre qui va recevoir finalement la prise pleine face, pleine gueule, une bonne clothesline plein la face. Don Callis va vouloir intervenir, quel relou celui-là quoi. Mais le bourreau va essayer de le neutraliser, hein, et va même contrer une tentative de coup de ceinture de Kenny Omega en portant le Dead Eyes. À ce moment-là, on pense qu'il va peut-être gagner si l'arbitre n'était pas HS. Finalement, Aubrey Edwards va nous faire une Charles Robinson et va venir au pas de course pour faire un compte de 2,99999999. Mais finalement, ça va se relever, kick out. Les Young Bucks vont arriver en toute fin de match. Alors, je sais pas ce que t'en as pensé, Ringside, mais alors, les Young Bucks, mais tu vas me le dire de toute façon, mais les Young Bucks, on les sent arriver dans un état d'esprit assez tendu. On sent, ça respire pas la confiance du côté des 2 mecs, quoi. Mais ils interviennent pas, quoi. Et Hangman Page va finir par porter un enchaînement avec un One Wing Angel et 2 Buckshot Lariat sur le leader de la Super Elite, et va finalement remporter la ceinture la plus importante de l'histoire de sa carrière de catcheur sous une pop stratosphérique. Moi, mon premier réflexe, finalement, peut-être 2-3 minutes avant le tombé final et la victoire, c'est que je me disais, waouh, qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Et moi qui ne suis pas, comme toi, un fin connaisseur de la NJPW, j'ai quand même regardé tous les main events de l'époque de Kenny Omega, donc j'ai vu beaucoup de ces main events, des fameux matchs à 6 étoiles que décernait Dave Meltzer, et je me suis dit, ah là, je retrouve quand même du Kenny Omega de l'époque NJPW. Alors peut-être que tu penses pas du tout comme moi, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, en tout cas, c'est la sensation que ça m'a donné. Et je me suis dit, mais quel main event. Hangman Page, voilà, au sommet de la chaîne alimentaire, après un énorme main event. C'est ainsi que se clôture ce Full Gear 2021, le dernier pay-per-view de l'année à la All Elite Wrestling. Mazette, ça a envoyé quand même, Ringside. Ça a envoyé du bois, comme on dit. Ouais. Gros main event. Alors, moi, j'avais pronostiqué Kenny Omega comme gagnant.
maintenant, comme je suis pas non plus très près Dynamite, j'avais pas l'information comme quoi Adam Page avait arrêté de picoler, du moins dans son personnage, hein. Oui. Donc effectivement, à partir de là, une fois qu'il a arrêté de boire, c'est dans la logique de l'histoire et qu'il réussisse à battre son ennemi juré, son rival de toujours, son ancien ami qui l'a trahi. Voilà, donc là, au niveau de l'histoire racontée, effectivement, pour le coup, on est dans quelque chose de cohérent, hein, comme les gens cherchent de la cohérence dans le catch. Donc du coup, le public est content, on voit arriver Hangman Page à cheval. C'est la consécration donc pour Hangman Page. Très très bon match. Par contre, pour moi, c'est Kenny Omega qui fait tout le boulot. Enfin, il y a toujours deux dans le match, mais le mec qui fait que le match soit aussi spectaculaire, pour moi, c'est Omega. J'étais même inquiet parce que tout au début, une bonne partie du match, c'est Hangman Page qui se fait botter le cul un petit peu par Kenny Omega. Bon, il y a une intervention de Don Callis un peu au début de match qui permet à Omega de prendre l'avantage, mais à partir de là, Hangman Page il va pas faire grand chose. Il va y avoir une grosse lariat depuis le coin du ring sur une table à l'extérieur sur Kenny Omega qui est assez impressionnante quand même de la part d'Hangman. Mais sinon, le gros du spectacle, c'est quand même Omega qui va le faire et Hangman Page qui va manger jusqu'au, allez, on va dire les 5 dernières minutes du match. Intervention des Young Bucks, enfin du moins participation à l'histoire des Young Bucks qui viennent finalement être les témoins de la chute de Kenny Omega, puisqu'ils voient bien que pour le coup Hangman Page va avoir le dessus. Tout ça c'est très bien raconté. C'est la consécration pour Hangman Page. J'ai trouvé Kenny Omega, alors il a fait une super prestation là. Effectivement, comme tu le dis, là on revient à ses prestations de la New Japan Pro Wrestling. Ces gros matchs là où il savait faire des montées en puissance comme ça avec des spots de plus en plus impressionnants. Par contre, il était vraiment out of shape, quoi. On sent qu'il va plus à la salle lever des poids. Et on a appris là, après au lendemain de Full Gear, qu'effectivement, là, il va faire une pause, il va aller se faire soigner. Il y a plusieurs opérations qui sont prévues. Qu'il était quand même physiquement au bout du rouleau depuis un moment, qu'il a souhaité continuer à être présent et à terminer la rivalité face à Hangman Page pour mettre Hangman Page over. Donc ça, c'est tout à son honneur. Je trouve qu'il a fait un excellent boulot. Moi, je trouve que c'était un très bon champion, Kenny Omega. Il a réussi maintenant à proposer des promos qui étaient souvent super cool, hein. Il a son personnage qui est un petit peu spécial, mais moi je trouve qu'il fonctionnait bien, son personnage de heel un peu tout dans l'outrance comme ça, avec l'autre connard de Don Callis toujours à côté. Je trouvais ça fun, moi. Donc voilà, gros main event très spectaculaire. Alors, j'entends beaucoup de choses sur Hangman Page. Là, je t'entends le comparer à Steve Austin. Moi, j'ai mis quand même des réserves sur Hangman. Je pense que l'histoire a été bien racontée, qui sont arrivés à un bon niveau avec lui. Par contre, je vois guère aller plus loin que d'être un champion qui va être sûrement apprécié de la foule, mais qui est, à mon avis, la foule risque de se lasser assez vite du personnage. Il a pas grand chose à sortir au micro. Il a pas non plus un catch qui est plus exceptionnel que ça. Là encore, comme je disais, le gros du match, c'est quand même lui, c'est quand même Omega qui le fait. Je suis quand même sceptique sur le fait de penser que Hangman Page va faire peut-être passer la All Elite Wrestling à un autre level, mais en tout cas, pour l'histoire qu'ils ont racontée, ils sont arrivés au bout de ce qu'il fallait faire. Tout est cohérent comme les gens apprécient. C'est une réussite pour Hangman. Par contre, je mettrais quand même le frein pour dire que c'est un champion qui va changer la donne, hein. Pour moi, il va être là le temps qu'il va être là, puis après on va passer à quelqu'un d'autre assez rapidement. Voilà, c'est la petite critique que j'aurais, mais pour le reste, c'est un main event qui était très spectaculaire, avec vraiment un grand Kenny Omega qui a fait le taf malgré tous ses problèmes. Et puis, ma foi, l'arrivée des Young Bucks à la fin, c'était... alors, peut-être qu'on va vers un face turn des Young Bucks, mais je suis même pas sûr. Quoique, tout doucement, je pense que ça va arriver. Mais c'est le genre de trucs aussi qu'ils savent faire. Venir un petit peu
créer des histoires comme ça en venant aux abords du ring. Voilà, c'était plutôt bien écrit, plutôt bien réalisé. On sent que c'était un travail de longue haleine, une rivalité sur le long terme, comme ils ont beaucoup de mal à faire à la WWE souvent. Donc ça, on va pas bouder notre plaisir. C'était vraiment réussi. Gros main event, spectaculaire, très bien pour terminer le show. On termine sur une grosse pop, donc voilà, tout le monde est content. C'est du très bon boulot. Formidable. Alors moi, ton scepticisme, je peux le comprendre, hein, mais alors je le partage pas du tout. Parce que moi, je suis un peu en minorité là-dessus. Moi, je suis complètement convaincu par Eggman Adam Page. Je trouve que, surtout en plus, je suis surtout convaincu en fait par tout ce que j'ai vu pendant 2 ans et comment toute cette affaire a évolué au fur et à mesure. Et je trouve que vraiment c'est une belle construction de personnage, que au niveau du public ça passe super bien. Je pense que ça va être un beau champion. C'est un top babyface comme il faut, avec en plus un petit peu tout l'emotional lié au Dark Order et qui, je pense, va lui permettre de s'installer tranquille. Je suis assez d'accord avec toi hein, sur le fait que le ring général de ce match, c'était Kenny Omega. Et ça va faire mal au slip à Papy. Mais c'est une réalité. Non, c'était un grand Kenny Omega. C'était un grand Kenny Omega ce soir. Et ça a donné un grand match. Parce que moi, du coup, comme je vois Eggman Page comme un très bon lutteur également, du coup, moi, je trouvais que ça avait sorti. Ils ont délivré la marchandise. Et puis finalement, Kenny, c'était le champion. Hein, donc, fallait quand même fallait défendre la ceinture, fallait s'envoyer. Là, il savait que là, il y avait pas d'alternative. Là, c'était parti pour un truc au bout du bout. Et au bout de ces 25 minutes, je me suis dit, ouais, putain, quel main event, quoi. C'était du grand catch, quoi. C'était vraiment, vraiment top, quoi. Et puis moi, Eggman Page, en plus, je lui trouve une qualité que parfois je reproche à la Elite Wrestling, c'est que c'est un beau gabarit, malgré tout. Il est bien impressionnant. Il a une belle gueule. Il a tellement, si tu veux, de critères ricains qui pour lui ne peuvent que marcher quoi. Tu vois le mec est grand, balèze, blond, les yeux bleus, moi la je belle gueule. Physiquement, je le trouve pas si impressionnant que ça, mais. Ouais, mais aux C'est États-Unis. peut-être que mon avis. Il a une belle Oui, gueule, voilà. ouais, d'accord. À ton avis, il est pas perçu comme ça. Tu vois, C'est pas un monstre physique non plus. Hein. Non, Il a non. le physique standard d'un catcheur, quoi. Alors un peu au-dessus de ce qu'on voit à la All Elite Wrestling parce qu'ils ont des standards vraiment bas depuis le début que ça a été créé. Mais pour moi, tu vas pas t'arrêter sur Hangman Page quand tu zappes à la télé. Tu vois, j'en parle vraiment dans l'optique de faire passer encore un level à la All Elite Wrestling. Tu vois, dépasser un petit peu le monde des fans du catch. Après, ouais, ça va être à mon avis, ça va être un champion qui va tenir son rôle. Il va être très bien, mais après, on va passer à autre chose, quoi. D'ailleurs, face à sa prochaine rivalité, je donne pas cher de sa peau quand même, hein, face à Daniel Bryan. Hein. Oui, parce que du coup, on vend un peu à la peau de l'ours, mais effectivement, ça, on avait compris que c'est Daniel Bryan le challenger. À l'heure où on enregistre, voilà, on savait que Daniel Bryan était le challenger et ils vont se retrouver à Dynamite cette semaine. Il va y avoir un gros échange puisque Bryan Danielson avait un match contre Evil Uno du Dark Order et ils vont donc se retrouver en face à face. Ils n'auront pas perdu de temps à Elite Wrestling. Hein. Le pay-per-view s'est passé samedi soir. Dès le mercredi, Bryan Danielson faisait un face-off devant Eggman Page quand même. Hein. Ouais, le face-à-face. Alors on va peut-être en parler un petit peu. C'était une masterclass de Daniel Bryan qui est venu, qui a fait un heel turn via sa promo et via son match derrière, hein, où il a défoncé Evil Uno. On a retrouvé un grand Daniel Bryan possédé là. On sent qu'il a envie de tuer tout le monde et qu'il veut aller chercher la ceinture, qu'il veut s'imposer comme la vraie star de la All Elite Wrestling. Il a retourné le public contre lui. Hein. C'était rien que par quelques paroles et par le match qu'il a fait derrière. Et je sais pas ce que tu en penses. Alors je m'en suis ouvert effectivement sur Discord. Cette histoire qui débute entre Bryan et Eggman Page. Là, l'histoire, ça va être que Daniel Bryan a décidé de défoncer tout le Dark Order. C'est-à-dire qu'il va les prendre un à un en match, il va les battre, et après il s'occupera d'Eggman Page. Je trouve que c'est super, hein, ça nous prépare de super matchs toutes les semaines. Hein. La semaine prochaine, il va affronter Colt Cabana, ça va être à Chicago en plus, donc ça va être
Ça va être terrible, il va y avoir une énorme ambiance, je pense, parce que Colt Cabana, c'est un fils de Chicago, hein, c'était le tag team de CM Punk au début de sa carrière, le premier homme à avoir fait des podcasts de catch, un mec très très populaire auprès des fans, qui a lancé un petit peu aussi la mode du comedy wrestling aux États-Unis. Donc on va avoir déjà ce match dans un premier temps, puis après donc il va enchaîner les affrontements, Daniel Bryan. Ce qui pour moi, s'ils le font pas tricher en plus parce qu'il gagne clean, hein, Daniel Bryan, une fois qu'il en aura terminé avec le Dark Order, il va être over as fuck. Et je vois pas ce que Hangman Page va faire pendant ce temps. C'est un peu bizarre, moi je trouve, d'avoir le heel qui fait ce type d'enchaînement de combat, ce type de trajet pour arriver à affronter un champion babyface. C'est plutôt l'inverse, hein, normalement, qu'il faut faire. Donc je suis assez curieux de voir comment tout ça va se terminer. Je pense qu'on va avoir des belles semaines, mais j'ai très peur pour Hangman Page. Va falloir qu'il trouve quelque chose à s'occuper en attendant, sauf s'ils font tricher Daniel Bryan. Ça, c'est pas impossible, mais j'ai pas l'impression que Daniel Bryan il est venu pour tricher. Mais je suis un peu perplexe sur la manière de faire. Ça va un peu à l'encontre des règles de scénario du catch habituel. Mais bon, du coup, on va avoir, je pense, des gros matchs chaque semaine avec Daniel Bryan qui, nous dit-il, est très en forme. Hein. Il dit que pour l'instant, il se sent aussi costaud qu'à 20 ans. En tout cas, c'est très intéressant pour la suite, je trouve. Ça a été le cas mercredi soir. Le match entre Evil Uno et Bryan Danielson a été un massacre absolu. Ouais. Evil Uno s'est fait péter la gueule. Mais alors, quelque chose de puissant. Il s'est fait piétiner la face. Hein. Ah là, ouais, littéralement, ouais. Et un Bryan Danielson dans une espèce d'agressivité absolue, là, c'était quelque chose quand même. Hein. Allez, en tout cas, ce Dynamite est passé. De toute façon, ce Full Gear avait déjà posé les choses, posé les débats pour terminer cette année avec la All Elite Wrestling par le biais des pay-per-view. Et nous, à Catch Up, on vous aura commenté tous les pay-per-view de la All Elite Wrestling cette année. Et donc, on va terminer mon bon ringside ensemble. Nous, les habitués de la baston du mercredi. Et ben là, on va se faire une baston du samedi version Full Gear en donnant notre top flop note. Et c'est à toi, mon ringside. C'est parti. Alors... Super Kick Party. Ouais, bah Super Kick Party. Bah, je vais peut-être donner mon top, tiens, la Super Kick Party et alors leur match Falls Count Anywhere là, qui était assez spectaculaire, mais il y avait vraiment c'était un enchaînement de très très bons matchs hein, quand même ce pay-per-view. Mais voilà, là, on a eu quelque chose qu'on trouve pas ailleurs dans ce 3 contre 3 là qui était vraiment assez exceptionnel. Le flop, je vais le mettre au finish de FTR contre les Lucha Bros. Là. Ça, c'est dommage de terminer le match là-dessus. Ça fait vraiment une fausse note. Et puis on dirait que des fois, ils aiment bien se foutre dedans sans raison. Ma note, elle va être assez élevée. Hein. Je pense que je vais mettre un bon 4,25 à ce pay-per-view qui a eu effectivement très peu de fausses notes. Très spectaculaire. En plus, ils avaient un set qui était quand même assez impressionnant. Là, ils se sont mis aussi à faire des rampes d'accès avec des vidéos là, comme on a à la WWE là. Donc niveau réalisation, on est quand même à un très bon niveau. C'est très classe. On voit qu'on est dans la big league et ça c'est important. Voilà. Donc je pense qu'on là pour une fois. J'ai souvent été déçu par les pay-per-view de la All Elite Wrestling parce qu'il y avait des trucs qui faisaient un peu amateur, des finishes qui étaient à côté de la plaque, des trucs un peu trop ambitieux qu'ils n'arrivaient pas à finaliser. Mais là, il y a pas grand-chose à redire sur ce pay-per-view là. Une belle réussite. Voilà, si ça peut continuer comme ça, et ben écoutez, moi je trouve ça très bon et on s'assure de belles heures de catch dans le futur grâce à cette promotion. Tout à fait. Eh ben écoute, ouais, c'est compliqué parce que donner un flop, moi j'ai beaucoup de mal. Parce que j'ai à peu près tout aimé. J'ai trouvé les 4 heures sont passées. Il y a pas de match moyennasse, machin. Parce que moi-même le tag team, le championship féminin, moi j'ai bien aimé. Et dans les critères de la All Elite Wrestling, c'était un match de haut niveau, quasiment, j'ai envie de dire. Au niveau de la division féminine, donc c'est très très compliqué. J'ai beaucoup, effectivement, ce qu'on peut donner,
je pense que tu as vu juste avec ton flop pour le finish du tag team, parce que c'est vrai que c'est peut-être aussi le truc qui m'aura le plus gêné. Alors ça m'embêtait de mettre le même flop que toi, mais j'avoue que du coup je suis un peu coincé parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre quoi. Peut-être qu'effectivement le finish aussi de MJF Darby Allin est un petit peu ric-rac quoi. Donc bon, écoute, je sais pas. Moi, je vais me joindre à toi, comme ça, voilà, ça va donner un flop. Ça prouve à quel point on était un petit peu en galère pour finalement trouver un flop vraiment, vraiment costaud. Ou ah non, tu sais quoi? Allez, pour le plaisir, quand même, pour la rigolade, pour la gaudriole, on va donner le flop au Standing Moonsault de Junior Dos Santos. Voilà. Allez. Voilà, ça lui apprendra à vouloir faire exactement le kaku, comme disent les jeunes. Bienvenue dans la lutte professionnelle, Junior. Mais il a failli se casser la nuque, le pauvre. Oh, on est méchants. Allez, et puis, oh putain, mon flop, mon top, il y aurait plein de trucs, parce qu'il y a plein de trucs parce que j'ai kiffé le main event. Voilà, le fameux Spotfest Six-Man match, là, qui est totalement incroyable. Même ce World Tag Team Championship, malgré ce le main event, c'est un grand match. Mais le main event est énormissime, quoi, malgré tout. Et puis le public tout au long du pay-per-view est fantastique. Donc vraiment, ça donne une impression générale, vraiment que là, on est dans le kiff du catch, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'ai pas vu le temps passer. Alors je vais le donner. Mon top, au final, je vais le donner au main event, comme ça c'est simple, quoi, pour récompenser évidemment l'ensemble du pay-per-view, qui a été un vrai plaisir, et puis terminer sur un feel-good moment comme ça, parce que moi j'avais pronostiqué la victoire de Hangman Page et j'en étais vraiment satisfait. En plus, j'avais déjà les babines, j'avais déjà la bave là, parce que je me disais, putain, Bryan Danielson, Hangman Page, oh là 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 là, avant même de voir Dynamite ou quoi que ce soit. Moi j'étais carrément hypé, donc c'est vraiment super. Donc moi je vais donner comme note, je vais donner un 4,5. Ça flirtait avec le 5 là, quand même pas loin. Hein. Mais c'était certain. En tout cas, l'un des plus beaux pay-per-view de catch, tout confondu, que j'ai vu cette année. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Et on peut le dire sans être, sans tomber. C'est bien qu'ils terminent l'année sur un truc comme ça, quoi. Ouais, on voit vraiment qu'ils ont monté le level un peu. Ils font moins d'erreurs que ce qu'ils faisaient avant. Vraiment, je suis d'accord. Ça fait plaisir d'avoir un truc comme ça en fin d'année. Hein. Ouais, c'est pas tombé dans l'évanouissement de jeunes filles. Non, vraiment, fondamentalement, c'était un beau show de catch. Comme tu l'as souligné d'ailleurs, il y a une belle production. Hein. Franchement, les entrées des catcheurs, les musiques, tout est bien travaillé. Moi, je trouve que tout tient bien la route. Il y a une vraie connexion avec la foule. Globalement, c'est solide. Et puis, je vais dire le truc que je dis assez régulièrement, mais on sent qu'il y a de l'argent. Voilà, on sent que c'est pas un petit. Ils ont mis les moyens, hein, c'est pas. Voilà, une fois, on n'est pas entre David contre Goliath face à la WWE. Le Fiscan, il a du pognon quand même. Hein. Et on voit qu'il a pas des oursins dans le portefeuille, quoi. Et puis ils sont sold out partout. Ils font très très peu de house show apparemment. Hein. De toute façon, il faut qu'il fasse gaffe parce qu'après il y a une question de rentabilité, parce que là je pense quand même qu'il doit dilapider beaucoup de pognon quand même pour tout ça, et je suis quand même assez sceptique sur la rentabilité du truc. Il suffit d'un revers à un moment donné pour que ça se casse la gueule, hein, quand c'est comme ça, donc il faut faire attention, il faut pas trop tenter le diable, donc effectivement qu'ils fassent déjà leurs enregistrements télé, etc. Du house show, on peut se permettre, mais c'est plus ce qui fait rentrer l'argent, les house show, hein, c'est plus la même époque. Hein. Et oui. Enfin, en tout cas, on vient d'achever une année à EW qui est pas tout à fait finie puisqu'il reste la fin novembre et décembre, mais en termes de pay-per-view, c'est terminé et ça aura été quand même terminé, ma foi, de très belle manière. Allez, nous, peuple de catch-up, si vous voulez nous retrouver, si vous voulez savoir ce qui s'est passé à la WWE cette semaine, et il s'en est passé des choses, parce que là en ligne en ce moment on a le Monday Night Raw et le SmackDown de la semaine dernière, le SmackDown de ce week-end va arriver incessamment, commenté avec plein de monde, il y a du ringside, il y a du papy, il y a du tonton, il y a du patron, bref, ça envoie dans tous les sens, et pour trouver ça c'est facile, sur YouTube, pour avoir l'accès à la vidéo, laissez les commentaires, laissez-nous les likes, la communauté catch-up sur Discord, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Pour ne manquer aucun épisode sur les plateformes de podcast d'Aosha, Apple Podcast, Podclap, Spotify, Deezer, Google Podcast, sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Ainsi s'achève la grosse analyse AEW Full Gear 2021.
de catch-up. Il ne me reste plus qu'à remercier mon partenaire, mon tag team partner of the day, mon ignoble Ringside. Merci Ringside d'avoir été là. Merci à toi, merci à vous tous de nous écouter. C'était un plaisir de venir parler un peu de la All Elite Wrestling. À bientôt, les amis. On n'en a pas fini, rassurez-vous. On n'en a pas fini. Allez, on vous laisse là-dessus. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, des très gros Survivor Series. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut Ringside. Ciao, ciao les amis. Salut peuple de catcheurs. Cowboy shit. Mais ça veut dire quoi en fait? C'est ce qui fument les cow-boys. Ça doit être très fort.